Le projet de loi Pacte que vous portez souhaite transformer en profondeur notre économie. Comme je l'ai indiqué à l'occasion de la première lecture, c'est une ambition qui est louable, c'est une ambition qui se respecte, c'est une ambition qui peut conduire à des objectifs que soit nous partageons avec vous, soit pour lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Mais ce projet de loi Pacte comporte plusieurs articles, les articles 44 à 53, qui lancent un programme de privatisation inédit. Alors si je dis bien inédit, c'est inédit par son objet, puisque c'est la première fois que que l'État français lance une privatisation de telle ampleur sur des infrastructures. Inédit aussi, car il s'agit de faire sortir complètement l'État du capital et de ne pas juste baisser sa participation, comme ça a pu être fait par le passé sur certaines privatisations. Les privatisations que vous envisagez ne découlent d'aucun projet industriel. Elles répondent à un seul objectif: remplir les caisses de l'État, que les déficits passés ont vidé et que vos cadeaux fiscaux ont contribué à vider encore un peu plus. Je voudrais donc revenir sur la privatisation d'ADP, à propos de laquelle j'ai eu l'occasion d'interpeller Monsieur le Premier ministre cet après-midi lors des questions au gouvernement. Aussi, permettez-moi de revenir sur cette privatisation sous forme de différentes questions. Première question. Avez-vous absolument besoin de privatiser? La réponse est non. Vous cherchez entre 200 et 250 millions d'euros pour les investir dans l'innovation de rupture. Pour cela, et Monsieur le ministre, nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, il suffisait de modifier la loi organique aux lois de finances pour flécher vers cet objectif, que nous sommes plusieurs à soutenir, les 160 millions d'euros de dividendes qu'Aéroports de Paris a versés à l'État et les 90 millions d'euros que la Française des Jeux a versés à l'État. 90 plus 160, ça fait 250. C'est exactement l'argent que vous cherchez. Oui, mais quand on regarde depuis 10 ans l'historique des dividendes, vous verrez qu'on est très proche de ce montant-là. Très proche de ce montant-là. C'est vrai sur la dernière décennie. Vous verrez qu'on est très proche de ce montant-là. Mais vous pouvez rajouter quelques dividendes si vous le souhaitez. Deuxième question. ADP, détenu par des capitaux privés, va-t-il, oui ou non, placer la France dans une situation particulière par rapport à nos partenaires européens? La réponse est oui. Pour s'en convaincre, je vous invite, mes chers collègues de la majorité, à lire l'étude extrêmement intéressante « The Ownership of Europe's Airports », qui a été écrite par Airport Council International, qui a analysé la composition du capital de 500 aéroports en Europe. La lecture en est extrêmement instructive. La France fait partie des seuls pays, avec le Royaume-Uni, le Portugal, la Slovénie, la Hongrie et la Roumanie, à avoir plus de 40% d'aéroports détenus par des acteurs privés. Ça, c'est aujourd'hui. C'est avant la privatisation d'ADP. En Allemagne, 53% des aéroports sont détenus à 100% par la puissance publique, que ce soit la ville, le Länder, ou même, la ville ou le Länder dans le cas présent, et 47% par un mix public-privé. Mais il y a toujours le public qui est à l'actionnariat des aéroports allemands. Je dis bien, aucun des aéroports allemands n'est détenu que par des investisseurs privés. Aucun. Idem en Italie. Aucun aéroport n'est détenu en totalité par des acteurs privés. 20% des aéroports sont détenus à 100% par la puissance publique et 80% par un mix public-privé. C'est la même chose en Espagne. C'est la même chose en Espagne. L'étude donne aussi des informations extrêmement précieuses sur la durée des concessions lorsque ces dernières sont mises en place. Là aussi, cette lecture est éclairante. Dans 56% des cas, la concession dure entre 20 et 50 ans. Dans 3% des cas, elle dure plus de 50 ans. Et dans 7% des cas, elle est indéterminée. De votre côté, vous nous proposez une concession à 70 ans. 70 ans pour ADP. 70 ans. C'est le cas de 3% des aéroports européens. 3%. Et ADP est pourtant le deuxième groupe aéroportuaire mondial, gérant les aéroports de Roissy et d'Orly, dont le trafic cumulé est quasiment aussi élevé que l'aéroport d'Atlanta, premier aéroport au monde.
Je ne sais pas, Monsieur le ministre, si vous vous rendez bien compte de là où vous emmenez notre pays. En résumé, votre privatisation va placer la France parmi les exceptions européennes en matière de structure du capital des aéroports. La très grande majorité des pays ont fait au contraire le choix de garder la main sur leurs aéroports, tout simplement parce qu'ils ont parfaitement compris qu'il s'agit là d'un outil stratégique. Troisième question, quelles ont été, sur d'autres exemples, les conséquences des privatisations d'aéroports? À Heathrow, aéroport privatisé depuis bien longtemps, il n'y a plus que 10 destinations régionales internes au Royaume-Uni, alors qu'il en reste 27 depuis Amsterdam, qui d'ailleurs est géré par ADP, aujourd'hui vers le Royaume-Uni. La raison en est toute simple. Le nombre de vols quotidiens, et donc le nombre de passages des avions, est limité par le nombre de pistes et la taille des aéroports. Cela ne vous aura pas échappé. Donc l'intérêt d'un acteur privé qui fait payer des taxes par passager est de maximiser le nombre de passagers et donc d'avoir des longs courriers qui contiennent plus de passagers dans leurs avions que des courriers plus courts. C'est exactement la même chose sur les consommateurs dans les commerces des aéroports. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que tous ces aéroports privés, privatisés, privilégient les plus gros avions et donc les vols long courriers. Il y a donc un risque majeur qui apparaît ici sur l'aménagement du territoire qui est inhérent au modèle économique aéroportuaire. Aujourd'hui, la puissance publique maintient cet équilibre. Demain, qu'en sera-t-il? Bien entendu, parmi ces conséquences, je voudrais citer un autre exemple qui est celui de l'aéroport de Toulouse, qui ressemble à un fiasco, mais un fiasco feuilletonné, dont nous avons un épisode quasiment chaque semaine. Il devait, soi-disant, exister un pacte d'actionnaires susceptible de protéger les intérêts de l'État. En réalité, ce pacte d'actionnaires met l'État en position de faiblesse. Cette faiblesse est telle que le rapporteur public de la Cour de Paris, c'est-à-dire vous, recommande désormais de déclarer nulle la privatisation. À ce sujet, en tant que rapporteur spécial des participations de l'État, j'ai donc contacté l'Agence des participations de l'État pour avoir les précisions suivantes. Je vais vous lire le courrier que je leur ai adressé. Je leur ai demandé le projet de cahier des charges, Monsieur le ministre, vous avez indiqué que vous alliez nous le donner, et notamment les modalités par lesquelles le gouvernement entend fixer les obligations du concessionnaire en matière d'investissement réalisé, c'est l'article 45 du projet de loi que nous sommes en train d'examiner, qui porte sur l'exploitation des aéroports par le futur bénéficiaire de la concession. Le deuxième point que je leur ai demandé, le contrat de régulation économique, qui encadre en particulier les redevances aéroportuaires et donc par extension la compétitivité des plateformes d'Air France. Ça, c'est l'article 48. Troisième sujet que je leur ai demandé, l'étude d'impact sur l'équilibre financier futur de la double caisse. En effet, l'article 47 met en œuvre une double caisse qui distingue les revenus aéroportuaires, qui est un périmètre régulier, des revenus immobiliers et commerciaux. Et donc, il faudrait une étude d'impact détaillée de ces projections sur l'équilibre financier de chaque caisse, puisque désormais, elles ne vont plus se compenser. Quatrième point que j'ai demandé, les projections concernant le transfert en pleine propriété à l'État des biens attribués par ADP et des biens meubles ou immeubles acquis durant les 70 ans de concession, c'est l'article 44. Il me semble que la durée de la concession exige à minima qu'on puisse disposer de projections. Vous voyez, Monsieur le ministre, le fait qu'à ce stade de la deuxième lecture, nous n'ayons sur ces 4 points aucune information. Je dis bien aucune information. Et je ne sais pas si nous les aurons un jour, malgré les engagements que vous avez pris. Mais nous sommes... Non mais mes chers collègues, la première lecture était au mois de septembre. J'imagine qu'entre la première lecture et le mois de mars, aujourd'hui, il y a 6 mois qui se sont écoulés. Le gouvernement et le ministère des Finances auraient eu largement le temps de nous fournir ces informations. Parce que si en 6 mois, ils ne peuvent pas les fournir, je ne vois pas comment, en l'espace de 2-3 semaines, Monsieur le ministre, ils parviendraient à les fournir. Mais je veux bien vous laisser le bénéfice du doute et j'espère que nous les aurons. Toujours est-il qu'à ce jour de la deuxième lecture, ici à l'Assemblée nationale,
Nous ne les avons pas, et cette lecture intervient 6 mois après la première lecture, ce qui laissait un laps de temps, ce qui n'est pas le cas de tous les textes, mais ce qui laissait un laps de temps pour pouvoir nous les fournir. Donc, comme nous n'avons toujours pas ces informations, je crains que ceci traduise la faiblesse dans laquelle vous enfermez l'État pour mener la négociation avec les acquéreurs potentiels. L'histoire montre que cette faiblesse de l'État à négocier avec le secteur privé, qu'il soit gouverné par la gauche, par la droite, par la République en marche, est une constante bien malheureuse pour la protection du bien public. Voyez, Monsieur le ministre, ces questions qui me paraissent sérieuses témoignent du fait que la gestion d'un aéroport est complexe et qu'elle ne saurait, comme je l'ai entendu par un secrétaire d'État du gouvernement, être assimilée à la gestion d'un espace commercial, comme ce qui a pu être dit mardi dernier. En conclusion, Monsieur le ministre, mes chers collègues de la majorité, je voudrais que nous essayions collectivement de dépasser la logique politicienne qui parfois guide nos votes, que ce soit pour vous ou que ce soit pour nous. Dans 70 ans, aucun de nous ici présents dans l'hémicycle, peut-être Madame la rapporteure, je le lui souhaite. Je crains que pour l'écrasante majorité d'entre nous, dans 70 ans, nous ne soyons plus là, et même si nous étions encore là, je pense que nous ne serions pas à même de juger si oui ou non cette concession s'est bien passée. Aussi, il faut tâcher de prendre une décision qui dépasse l'idéologie, qui peut guider pour les uns et les autres notre action. Si l'objectif, Monsieur le ministre, est de trouver 250 millions d'euros par an pour investir dans l'innovation de rupture, c'est possible, et c'est possible sans avoir recours à la privatisation. Si l'objectif est le développement d'ADP, c'est possible, et c'est possible sans passer par la privatisation. Si l'objectif est un changement de stratégie pour ADP, parce que le développement que ADP connaît actuellement ne vous convient pas, il vous suffit de changer la direction du groupe. Vous pouvez le faire. Vous détenez aujourd'hui 50,3% des parts, donc vous avez le pouvoir de changer la direction si vous considérez que la stratégie qu'elle met en œuvre ne vous convient pas. Si en revanche votre privatisation se contente uniquement de répondre à un objectif idéologique, alors vous emmenez la France sur une voie risquée qui nous coûtera cher à toutes et à tous. Je vous remercie.